À l'ombre des collines paisibles du Gloucestershire, une histoire sombre se tisse, enveloppant une petite ferme tranquille dans un mystère glacé. Kate Wakefield, née dans l'obscurité de 1952, semblait destinée à une vie ordinaire parmi les animaux et les champs de blé. Mais le destin avait d'autres plans pour cette femme blonde aux yeux verts, dont la vie s'est transformée en un cauchemar insoupçonné. Kate Wakefield est née à une date indéterminée en 1952 dans le comté cérémonial de Gloucestershire, au sud-ouest de l'Angleterre, au sein d'une famille traditionnelle de fermiers anglais. Bien que les noms de ses parents n'aient pas été divulgués, on sait que l'enfance de Kate s'est déroulée entre les activités de ferme et les jeux avec ses deux frères, Richard et Edward, que tout le monde appelait affectueusement Ted. L'unité et la camaraderie du trio se sont maintenues au fil des ans, bien que, devenue adulte, Kate soit la seule à s'être consacrée à un travail différent de celui de la ferme puisqu'elle était enseignante. À l'âge adulte, Kate a perdu son père et sa mère et, après avoir effectué les démarches imposées par l'héritage, les frères se sont répartis les biens légués. En 1999, Kate a décidé de prendre une retraite anticipée car elle n'avait ni mari ni enfant, sa seule famille étant ses deux frères. Elle a vendu les biens qu'elle avait hérités en partie pour se consacrer au repos, profiter du grand air et passer plus de temps de qualité avec Richard et Ted. Elle souhaitait vivre entourée de ce qu'elle aimait le plus, la nature et les animaux. Elle aurait alors beaucoup de temps pour son passe-temps favori, les arrangements floraux. Elle a déménagé à la campagne avec ses frères qui se consacraient à l'agriculture. À 48 ans, grande, blonde aux yeux verts et intellectuellement accomplie, Kate a rencontré un voisin du nom d'Adrian Prout, de 8 ans son cadet. Adrian traversait une période difficile, ayant récemment mis fin à une longue relation et ayant une fille adolescente nommée Laura. Ted a permis à Adrian de vivre temporairement dans une caravane sur sa propriété en guise de remerciement pour l'aide qu'il apportait à la ferme. Kate et Adrian ont rapidement sympathisé et se sont mariés en septembre 2000, après avoir acheté une jolie maison. 4 ans plus tard, ayant reçu une offre économique intéressante pour la propriété, ils ont décidé de la vendre et de réaliser un rêve plus lucratif, ils ont acheté 115 hectares dans les environs de Red Marley, l'un des plus beaux endroits de la région. Ainsi, en 2004, ils ont emménagé à Red Hill Farm, à Red Marley, après avoir déboursé une somme conséquente. L'investissement en valait la peine, Adrian prévoyait d'exploiter le terrain avec son entreprise de tuyauterie et d'organiser des chasses aux faisans, une volaille très prisée par les riches propriétaires terriens britanniques. Avec le dévouement d'Adrian et le travail acharné de Kate, qui s'occupait des relations publiques et du service de restauration lors des chasses, la ferme est devenue très populaire. Cependant, cette harmonie apparente dans leur mariage a commencé à se fissurer lorsque Laura, la fille d'Adrian, qui avait alors 17 ans, est venue vivre avec eux. Au début, les tensions étaient normales et prévisibles en présence d'une adolescente, mais la situation s'est rapidement compliquée. En 2006, Kate a préparé un grand déjeuner pour les trois, mais au dernier moment, Laura et Adrian ont décidé de déjeuner ailleurs. Fatiguée de la cohabitation et clairement à bout, Kate a explosé et a exprimé tout ce qu'elle gardait en elle. La dispute a été si violente que Laura a décidé de ne plus vivre à la ferme. Ressentant les conséquences de l'incident, la colère d'Adrian n'a pas diminué et a commencé à affecter leur relation matrimoniale, entraînant de fréquentes et violentes disputes entre eux. Un jour, Adrian a poussé Kate contre une camionnette avec une telle force que la carrosserie en a été enfoncée. Résolue à le quitter, Kate a rassemblé ses affaires essentielles et s'est rendue chez son frère Richard. Cependant, quelques semaines plus tard, ils se sont réconciliés et Kate est retournée vivre avec Adrian. La trêve n'a duré que peu de temps. Le 1er février 2007, Kate a de nouveau appelé son frère Richard pour lui dire qu'Adrian avait été arrêté pour violence domestique. Lors d'une dispute brutale, des assiettes avaient volé en l'air et l'avaient blessé à la tête, puis la lutte s'était poursuivie dans le jardin jusqu'à ce qu'Adrian la tienne par le cou au-dessus d'une piscine vide, menaçant de la laisser tomber. Bien qu'ils se soient mutuellement accusés, il n'y avait pas de témoins pour cet épisode effrayant. Kate est restée chez Richard et sa femme Linda pendant un certain temps. Pendant cette période, elle a fini par se confier à eux sur le comportement contrôlant et abusif de son mari. Elle leur a révélé que malgré le fait que la propriété appartenait à tous les deux, Adrian ne lui donnait aucun argent et qu'elle devait compter sur sa pension pour subvenir à ses besoins. Richard et Linda ont conseillé à Kate de mettre fin à ce mariage, mais ils ignoraient qu'elle était toujours en contact avec Adrian. 6 mois après l'incident de la piscine, Adrian a convaincu Kate de le rencontrer pour discuter. Cette nuit-là, ils se sont réconciliés, mais la paix a été de courte durée et les disputes ont repris. Cependant, cette fois, Kate était déterminée à protéger ses intérêts financiers. En secret, elle a consigné dans son journal personnel de nombreux détails sur son mariage,
se confiant dans ses pages comme elle n'avait jamais pu le faire avec personne. L'été 2007 a été tumultueux et, désespérée de sauver son mariage, Kate a planifié un voyage romantique en Italie et acheté des billets pour octobre. Mais au dernier moment, Adrian a annoncé qu'il ne pouvait pas partir, alors Kate a invité sa belle-sœur à sa place. Avant de partir, Kate a tout organisé pour qu'Adrian soit à l'aise à la maison, y compris en engageant une femme, Diane Bellamy, pour s'occuper des chiens, des plantes et de toutes les tâches quotidiennes de la propriété. À son retour, Kate a commencé à soupçonner une liaison entre son mari et Diane. Bien qu'il n'y ait pas de preuves claires, Diane a témoigné au procès qu'Adrian avait tenté de l'embrasser à plusieurs reprises. Quoi qu'il en soit, à la fin d'octobre 2007, lors d'une soirée dans un bar avec des amis et des clients, Kate s'est saoulée et a exprimé sa colère en public, exposant ses soupçons de romance et critiquant Laura. Adrian a tenté de la faire taire, mais elle l'a giflé devant tout le monde. La soirée s'est terminée et Kate a passé la nuit chez un voisin. Dès lors, Kate a sérieusement envisagé le divorce et a consulté un avocat pour évaluer la propriété partagée avec Adrian. Les chiffres étaient positifs, la propriété valait bien plus que les 840 000 livres initiales. Son mari lui a offert 50 000 livres et une pension, mais le 4 novembre 2007, Kate a déclaré qu'elle ne serait satisfaite qu'avec 130 000 livres, une somme qu'elle considérait juste. Adrian est entré dans une colère noire car pour lui donner cette somme, il aurait dû vendre le terrain acquis 3 ans et demi auparavant, une option qu'il refusait de considérer. Le lendemain, 5 novembre 2007, Kate a été vue dans un marché aux légumes et plus tard vers 15h30, elle a communiqué avec sa banque pour retirer 2000 livres. Voici ce qui a pu être reconstruit par la suite, vers 17h30, une dispute a éclaté entre eux dans l'un des logements touristiques qu'il proposait aux amateurs de chasse sur la propriété. Adrian se préparait pour une chasse aux faisans avec des clients prévus le lendemain, et Kate, consciente de cela, a menacé de le gêner et de le ridiculiser devant tout le monde s'il ne cédait pas à ses demandes. En colère, Adrian a insisté sur sa position. Kate a alors rappelé que la propriété avait été achetée en grande partie grâce à l'héritage de son père. La dispute s'est intensifiée jusqu'à ce qu'Adrian saisisse Kate par le cou avec ses deux mains et serre de toutes ses forces. Environ 15 secondes plus tard, Kate s'est effondrée, sans vie, sur le sol. Conscient de la gravité de la situation, Adrian a immédiatement compris qu'il devait se débarrasser du corps pour éviter de partager sa fortune. Il a alors enveloppé le corps de Kate dans une bâche et des grands sacs en plastique, l'a placé dans le coffre de sa camionnette et est allé boire quelques bières dans un bar local. À son retour, il faisait nuit noire. Adrian a conduit jusqu'à une zone boisée à la limite de son terrain de chasse aux faisans, où il a creusé une fosse d'1,5 mètre de profondeur et a enterré le corps de Kate. Le lendemain, ne pouvant entrer en contact avec sa sœur et n'ayant aucune nouvelle d'elle, Richard a demandé à un ami commun, qui vivait à proximité, de vérifier si tout allait bien. L'ami a trouvé la porte déverrouillée et la voiture de Kate garée, mais aucun signe de Kate. Richard s'est alors rendu sur place et a rencontré son ami pour attendre ensemble Adrian. À leur grande surprise, Adrian a répondu avec froideur qu'il ne s'était pas inquiété de l'absence de Kate car il pensait qu'elle était simplement partie. Sous l'insistance de Richard, Adrian s'est finalement rendu à la police le 10 novembre 2007 pour signaler la disparition de sa femme. Les autorités ont alors lancé une vaste opération de recherche autour de Red Hill et de ses environs, mais aucun signe de Kate n'a été trouvé. La dernière fois que quelqu'un l'avait vue était lorsqu'elle était à la fruiterie le lundi. Dans ce village tranquille où elle était très appréciée des voisins, son absence soudaine était extrêmement intrigante. Bien que personne n'ait initialement soupçonné Adrian, les policiers ne pouvaient ignorer le fait que son époux était la dernière personne à avoir vu Kate vivante. Le 11 novembre 2007, Adrian a été emmené au poste de police pour répondre à quelques questions. Lors de l'interrogatoire, les enquêteurs ont remarqué certains détails troublants. En même temps, une fouille de la propriété a révélé que Kate avait laissé derrière elle ses bijoux, ses vêtements, son argent et ses cartes de crédit. Son véhicule étant toujours garé à la propriété, cela semblait improbable qu'elle soit partie volontairement. 3 jours après le premier interrogatoire, les autorités ont commencé à suspecter qu'un crime avait pu être commis. Un vaste dispositif de recherche a été déployé, impliquant plus de 60 agents et les mêmes chiens de recherche utilisés pour retrouver la petite Madeleine McCann, disparue en Algarve, Portugal. Des policiers ont fouillé les terrains, tandis que des hélicoptères équipés de caméras infrarouges et des unités de plongée scannaient les étangs. Malgré la vaste superficie de la propriété aux environ 250 acres, soit environ 240 terrains de football américain et les efforts acharnés, aucune trace de Kate n'a été trouvée.
À l'intérieur de la maison, des chiens spécialisés ont signalé une zone près de la cour, indiquant qu'un corps sans vie avait pu être présent à cet endroit. Cette découverte a renforcé les soupçons des enquêteurs à l'égard d'Adrian, bien que ce dernier continuât de nier toute implication. Le 27 novembre 2007, Adrian a été arrêté, et une nouvelle fouille approfondie de la propriété a été réalisée, cette fois avec des hélicoptères équipés de capteurs thermiques. Après quelques heures de recherches infructueuses, Adrian a été libéré sans charge. Pendant ce temps, malgré l'absence de preuves concluantes et le scepticisme de la communauté, les frères de Kate, Richard et Ted, étaient convaincus qu'Adrian était coupable de la disparition de leur sœur. Ils ne pouvaient supporter l'idée que Kate soit tombée victime d'un acte odieux, et ils continuaient à exhorter Adrian à avouer. Quelques mois après la disparition de Kate, Adrian a rencontré une divorcée de 41 ans, Debbie, mère de 2 enfants, dans une boîte de nuit de Staunton. Fascinée par la personnalité et le charme d'Adrian, Debbie a rapidement développé une relation amoureuse avec lui. Convaincue de son innocence, elle était persuadée que la police et la justice faisaient fausse route en accusant Adrian. Leur relation s'est intensifiée, et malgré les accusations pesant sur lui, Adrian a demandé Debbie en mariage en juin 2009. En janvier 2010, peu après la naissance de leur fille Evie, le procès d'Adrian a commencé. Tout au long des audiences, Adrian a proclamé son innocence, et Debbie est restée à ses côtés, soutenant publiquement son fiancé. L'un des témoignages clés a été celui de Diane Bellamy, qui a décrit les tentatives infructueuses d'Adrian pour la séduire et son comportement étrange après la disparition de Kate. Malgré les doutes et les témoignages contradictoires, les enquêteurs ont réussi à convaincre le jury de la culpabilité d'Adrian. En février 2010, Adrian Prout a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la réclusion à perpétuité, avec une période minimale de 18 ans avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Les preuves et les témoignages accablants ont permis de rendre justice à Kate, bien que son corps n'ait pas encore été retrouvé. Debbie, refusant de croire à la culpabilité d'Adrian, a lancé des campagnes pour prouver son innocence, offrant même une récompense de 10 000 livres pour toute information pouvant aider à disculper Adrian. Toutefois, la vérité a fini par éclater lorsque, sous la pression, Adrian a finalement avoué avoir tué Kate et enterré son corps sur la propriété. Le 18 novembre 2011, Adrian a conduit les enquêteurs à l'endroit où il avait enterré Kate. Avec l'aide de radars de pénétration de sol et de chiens spécialisés, les autorités ont retrouvé les restes de Kate, mettant fin à 4 ans de mystère et de souffrance pour sa famille. La découverte du corps de Kate a permis à Richard et Ted de trouver une certaine paix, bien que la perte de leur sœur soit irréparable. Le 4 janvier 2012, la famille a organisé des funérailles privées pour Kate, lui offrant enfin le repos qu'elle méritait. Aujourd'hui, Adrian Prout purge sa peine derrière les barreaux, et la propriété de Red Hill Farm a été vendue par les frères de Kate, les fonds étant destinés à un hôpital de la région. Cette tragique histoire nous rappelle les dangers des relations abusives et la nécessité d'une intervention précoce. Après les funérailles de Kate en janvier 2012, la vie dans le petit village de Red Marley reprit son cours, bien que la tragédie laissa une marque indélébile sur la communauté. La ferme de Red Hill, autrefois un symbole de prospérité et de bonheur, devint un sombre rappel des horreurs cachées derrière les murs de la propriété. En prison, Adrian Prout tenta de maintenir son innocence malgré sa confession tardive. Il écrivait régulièrement à Debbie, qui continuait de lui rendre visite avec leur fille Evie. Cependant, le poids de la vérité finit par altérer la perception de Debbie. Elle commença à remettre en question son jugement et à se demander si elle avait été manipulée par Adrian tout ce temps. Les premiers mois de la condamnation furent difficiles pour Adrian. Il était fréquemment harcelé par d'autres détenus et peinait à trouver sa place dans l'environnement carcéral. Cependant, il réussit à obtenir un emploi à l'atelier de menuiserie de la prison, où il tentait de garder son esprit occupé et d'éviter les conflits. Richard et Ted, bien que soulagés par la découverte du corps de leur sœur et la condamnation de son meurtrier, restaient profondément affectés par la perte de Kate. Ils s'investirent davantage dans des activités caritatives locales, notamment dans des programmes de soutien aux victimes de violences domestiques. Ils espéraient que leur expérience douloureuse pourrait aider à prévenir d'autres tragédies similaires. La vente de Red Hill Farm permit de récolter des fonds significatifs, que les frères de Kate décidèrent de donner à un hôpital local. Cet hôpital utilisait l'argent pour améliorer ses services de santé mentale et de soutien aux victimes de violences domestiques, en mémoire de Kate. Debbie, quant à elle, finit par s'éloigner d'Adrian. Le choc de la vérité sur la nature de l'homme qu'elle avait aimé et défendu pendant si longtemps était trop lourd à supporter.
Elle chercha un nouveau départ pour elle et sa fille, déménageant dans une autre région pour échapper aux souvenirs douloureux de Red Marley. Evie grandit progressivement en apprenant la vérité sur son père. Debbie a fait de son mieux pour lui offrir une enfance stable et heureuse, tout en lui expliquant lentement les événements qui ont marqué sa famille. Elle espérait qu'en comprenant l'histoire, Evie pourrait éviter les pièges de la manipulation et de la violence dans ses relations futures. Le cas de Kate Prout a également eu des répercussions au-delà de la communauté locale. Il a servi de catalyseur à des discussions plus larges sur la violence domestique et sur la nécessité de systèmes de soutien plus solides pour les victimes. Des initiatives législatives ont été proposées pour améliorer la protection offerte aux victimes de violences domestiques et renforcer les sanctions contre les auteurs de tels actes. Les médias ont continué à couvrir l'affaire, produisant des documentaires et des articles d'investigation détaillant les failles du système qui ont permis à Adrian de dissimuler ses abus pendant si longtemps. Ces histoires ont contribué à sensibiliser aux signes avant-coureurs de la violence domestique et à encourager les victimes à demander de l'aide. Après avoir avoué son crime et conduit les enquêteurs à l'endroit où il avait enterré Kate, Adrian Prout fut confronté à la réalité de sa situation. La découverte du corps de Kate marqua la fin d'une longue période de mystère et de doute pour la famille et la communauté. Cependant, les ramifications de ces actions allaient bien au-delà de la clôture de l'enquête. Richard et Ted trouvèrent une certaine forme de paix après la découverte du corps de leur sœur, mais la douleur de sa perte restait vive. Ils décidèrent de transformer leur chagrin en action positive. Ils créèrent une fondation en mémoire de Kate, dédiée à la lutte contre la violence domestique. Cette organisation offrait des ressources aux victimes, comme des refuges, des services de conseil et des programmes éducatifs pour sensibiliser le public à la gravité de la violence domestique. La fondation de Kate Prout devint un pilier de la communauté, organisant des événements annuels pour lever des fonds et sensibiliser à la cause. Richard et Ted travaillaient sans relâche, utilisant leur propre expérience pour toucher d'autres vies et prévenir d'autres tragédies. Debbie, initialement convaincue de l'innocence d'Adrian, fut dévastée par sa confession. La prise de conscience de la véritable nature d'Adrian et de ses actions la plongea dans une profonde réflexion. Elle décida de quitter Red Marley pour offrir à sa fille Evie un environnement plus stable et éloigné des souvenirs douloureux. Debbie trouva un emploi dans une autre ville et s'engagea à offrir à Evie une vie aussi normale que possible. Elle participa à des groupes de soutien pour les familles touchées par la violence domestique, cherchant à guérir et à aider d'autres personnes dans des situations similaires. En prison, Adrian lutta pour trouver sa place. Il était souvent la cible d'autres détenus en raison de la nature de son crime. Il participa à des programmes de réhabilitation, mais ses tentatives de se racheter furent souvent accueillies avec scepticisme par les autres prisonniers et le personnel pénitentiaire. Les lettres qu'il envoyait à Debbie devinrent moins fréquentes au fil du temps, alors qu'elle commençait à se distancer de lui. Adrian passa ses jours à travailler dans l'atelier de menuiserie de la prison, tentant de trouver un sens et un but dans une existence marquée par ses propres actions destructrices. Le cas de Kate Prout eut des répercussions significatives au niveau local et national. Il souleva des questions cruciales sur la manière dont les cas de violence domestique étaient traités par les autorités et les communautés. Les médias continuèrent de couvrir l'affaire, produisant des documentaires et des enquêtes approfondies qui mirent en lumière les failles du système judiciaire et les lacunes dans les soutiens offerts aux victimes. Des discussions furent initiées au Parlement sur la nécessité de renforcer les lois contre la violence domestique et d'améliorer les ressources pour les victimes. Des campagnes de sensibilisation furent lancées, et plusieurs organisations caritatives collaborèrent avec la fondation de Kate Prout pour promouvoir des changements législatifs. Une proposition de loi, surnommée loi Kate Prout, visant à offrir une protection accrue aux victimes de violences domestiques et à durcir les peines pour les agresseurs, fut débattue et adoptée. Cette législation inclut des mesures pour garantir un accès plus facile aux refuges pour les victimes, des programmes de réhabilitation obligatoires pour les agresseurs et un financement accru pour les services de soutien psychologique. Chaque année, la fondation Kate Prout organisait une veillée en mémoire de Kate et des autres victimes de violences domestiques. Ces événements étaient l'occasion pour la communauté de se rassembler, de se souvenir et de réaffirmer leur engagement à lutter contre la violence. La maison familiale de Kate, après avoir été vendue, fut transformée en centre de ressources pour les victimes de violences domestiques, offrant un refuge sûr et un lieu de guérison pour ceux qui en avaient besoin. L'histoire de Kate Prout est un rappel poignant des dangers de la violence domestique et de l'importance de rester vigilant face aux signes avant-coureurs. Elle illustre également le pouvoir de la résilience humaine et de la capacité à transformer la douleur en action positive. Grâce à la fondation créée en sa mémoire, Kate continue d'inspirer et d'aider ceux qui sont dans le besoin. Chers spectateurs,
Nous espérons que cette histoire vous a sensibilisé aux enjeux de la violence domestique et à l'importance de soutenir les victimes. N'oubliez pas que votre voix peut faire une différence. Si vous êtes témoin de violence ou si vous en êtes victime, n'hésitez pas à demander de l'aide. Merci de nous avoir suivis pour cette sombre mais nécessaire exploration de la vérité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus sûr et plus juste.